Bonjour, soyez les bienvenus sur Droits Citoyens. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du maire d'Unieux et secrétaire départemental du Parti communiste français de la Loire, Christophe Favergeon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans le média Droits Citoyens. Je voulais juste faire une petite précision pour commencer. Beaucoup de gens me disent que Droits Citoyens, c'est un média de gauche. Je voulais signaler que Droits Citoyens, c'est un média libre et indépendant qui donne la parole aux citoyens, qui n'est ni de gauche ni de droite, mais totalement indépendant. On commence donc cette interview. Christophe Favergeon, vous êtes élu une nouvelle fois maire d'Unieux depuis le mois de mars. Je voulais qu'on revienne un peu sur ces événements. Comment ça s'est passé cette nouvelle élection? Et est-ce que les demandes des citoyens, elles ont un peu changé par rapport avec le temps? Ça fait votre troisième mandat. Est-ce que entre le premier mandat et le troisième, vous avez vu une évolution? Alors c'est vrai que c'est beaucoup de questions, je sais, mais j'ai tout lancé d'un coup. C'est vrai que c'était une élection très particulière du fait du contexte, avec la crise Covid, puisque en fait, à la veille du premier tour, quasiment, on nous a annoncé qu'on allait devoir se confiner. Donc ça a été une atmosphère très particulière, un taux de participation faible dans toutes les dit, on a quand même eu le temps de faire une campagne. Moi, je conçois les élections comme une rencontre avec les habitants. Donc, pendant des semaines, on allait à la rencontre des habitants, porte à porte, par l'intermédiaire de réunions publiques. C'est vrai qu'on est dans une taille de ville qui permet cette rencontre, et c'est très important parce que ça permet d'identifier les besoins, les souhaits, les attentes des habitants. Nous, en tout cas, on a toujours construit notre programme à l'écoute de ce qu'ils souhaitaient. Alors, c'est vrai qu'il y a des évolutions, il y a des attentes qui évoluent avec le temps. On nous parle beaucoup, par exemple, de la fibre optique ces derniers mois, ces dernières années. Il y a également des exigences parce que les difficultés aussi, elles sont de plus en plus importantes, les difficultés sociales. Donc, il y a des attentes de ce point de vue-là. Et puis, il y a les grandes compétences qui relèvent de la commune. Et évidemment, les habitants souhaitent pouvoir être entendus de ce point de vue-là, sur les écoles, sur les équipements sportifs, les équipements culturels. Mais je crois que la marque de fabrique des communes, c'est d'être l'échelon de proximité. En fait, quand ça va pas, quand il y a une question, les habitants, ils vont taper à la porte du maire, à la mairie. Et donc, il y a cette attente d'avoir une très grande proximité avec les élus. Et donc, on essaye aussi de mettre en place toute une série de dispositifs, des conseils de quartier, un conseil local de la vie éducative, qui permettent, d'avoir ce lien direct en permanence avec les habitants pour qu'ils puissent tout simplement participer aux décisions, donner leur avis et être pris en compte. Est-ce que les habitants, aujourd'hui, ils n'ont pas cette tentation de penser que le maire, il fait des miracles, alors que finalement, vous avez des pouvoirs restreints? Est-ce qu'on leur explique ça aussi, que ça, on peut le faire et ça, on ne peut pas le faire? C'est vrai que comme on est l'échelon de proximité, les habitants, c'est vers nous qu'ils se retournent pour toutes les questions de leur vie quotidienne, les problèmes de sécurité, les problèmes de voirie, les problèmes du réseau d'eau, tous les problèmes du quotidien, c'est vers le maire qu'ils se retournent. La difficulté, c'est vrai, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a perdu pas mal de compétences. Pourquoi? Parce que l'intercommunalité est montée en puissance. Donc il y a des choses maintenant qui relèvent de Saint-Étienne Métropole et plus uniquement de la commune. Et puis il y a également une série de choses qui relèvent de l'État. Sécurité, par exemple, on est souvent interpellé, mais c'est pas le maire qui donne les ordres à la police nationale, c'est pas le maire qui décide des effectifs de la police nationale. Et donc on est souvent comme ça dans l'obligation d'interpeller les pouvoirs publics parce que ils font pas forcément ce qu'il faut, et puis parce que les habitants attendent de nous aussi qu'on les défende et qu'on essaye de prendre en compte leurs souhaits. Mais souvent, ça relève d'autres instances, d'autres institutions. Le maire, il se tourne vers qui? Il se tourne vers la préfète, il se tourne vers le département, il se tourne vers la région? C'est en fonction des dossiers, des demandes? Le maire, il est dans l'obligation de travailler avec tout le monde. Effectivement, quand c'est des questions de sécurité, c'est la préfète. Il y a quelques semaines encore, avec l'ensemble des maires de Londaine, on était en rendez-vous avec la préfète parce que le commissariat de Firminy est en sous-effectif. On nous avait promis il y a plusieurs mois des effectifs en renfort avec des engagements très précis qui n'ont pas été tenus. Donc on discute avec la préfète qui est la représentante de l'État ici. Mais on discute aussi avec le département. Notre collège, par exemple, c'est le département qui gère. Et donc c'est avec lui qu'on voit. Par exemple, on a sollicité le département pour qu'il fournisse des masques à l'ensemble des collégiens, ce qu'il n'a pas fait dans le département de la Loire. J'ai interpellé le président du département également pour qu'il travaille à mettre en place une politique qui vise à fournir à chaque élève du collège un ordinateur portable. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu au moment du confinement
que la fracture numérique, elle posait d'énormes problèmes avec des enfants parfois qui, de chez eux, ne pouvaient pas travailler. Donc le département, il faut qu'il fasse ça. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on pense. On parle avec aussi la région, parce que la région, elle a la compétence économique, elle intervient sur toute une série de sujets. Donc le maire, il est à la fois l'interlocuteur des habitants, mais il est aussi sans cesse en discussion avec les autres institutions pour faire entendre des demandes, pour faire entendre les besoins des citoyens et essayer d'obtenir des choses pour la commune. Justement, là, on est en plein dedans, mais ça a été vraiment quelque chose d'incroyable au mois de mars, ce confinement, ce Covid. Vous, comment vous l'avez vécu et comment vous l'avez géré surtout dans votre commune? On a été en première ligne et on s'est senti bien souvent complètement délaissé par l'État parce qu'on a bien vu que c'était du bricolage permanent. L'État n'était pas en capacité de fournir des masques. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'on a pu, on a commandé des masques. Nous, on a souhaité faire travailler des entreprises locales et on a fourni des masques à tous nos habitants. On a considéré qu'il fallait assurer l'égalité en fournissant des masques à tout le monde. Il a fallu continuer après au niveau du collège et du lycée puisque le département n'a pas souhaité en fournir aux collégiens. Donc on a été sans cesse en première ligne, à appliquer aussi des protocoles décidés par l'État mais qui étaient mis en œuvre dans les communes. Là aussi avec une grande complexité parce que on a eu des changements de pied systématiques avec des annonces le jeudi, des contre-annonces le vendredi, des annonces encore différentes le samedi. Et c'est nous qui sommes chargés dans nos communes d'essayer de faire respecter les règles, d'organiser l'accueil dans les équipements publics. Donc on a vraiment été en première ligne et on s'est senti bien souvent complètement laissé par l'État et puis d'autres institutions également. Pour revenir aux masques, c'est un coût de les acheter. Comment ça se passe dans une mairie qui, je pense, n'est pas fortunée? Comment on fait? On prend de l'argent sur un autre budget? Comment ça s'est passé pour gérer tout ce côté financier? Il faut faire des choix. Il se trouve que la période dans laquelle le virus s'est développé, c'était au moment du vote du budget, mois de février, mars. Et donc, on a immédiatement prévu une ligne spécifique, crédit d'urgence, qu'on a pu utiliser entre le début de l'épidémie et puis qu'on continue à utiliser. Oui, fournir des masques à tous les habitants, par exemple. On avait décidé de fournir 2 masques à chaque habitant, c'est 75 000 €. Donc ça a été pris sur le budget investissement. C'est des investissements qu'on aurait prévus pour d'autres choses et qu'on a consacré à ce qui nous semblait l'urgence à ce moment-là, le fait d'assurer la sécurité sanitaire des habitants. Je ne vais pas faire de l'humour, mais je les soutiens à 100%, les artistes. J'ai un peu l'impression que là, vous allez avoir moins de frais au niveau spectacle, parce que là, on est dans une période assez compliquée pour tout ce qui est artistique. Alors, on a été obligé d'annuler un certain nombre de choses pendant le confinement, évidemment. Par contre, on a souhaité saisir toutes les opportunités dans le cadre des protocoles, de manière à faire tout ce qui était autorisé. Et donc, on a souhaité maintenir notre saison culturelle. On va modifier les horaires, puisque avec le couvre-feu, c'est pas possible d'avoir des spectacles en soirée. Donc, on va mettre des spectacles à 18h, 18h30. Certains spectacles qui étaient prévus le jeudi ou le vendredi, on va les basculer le samedi, puisque les gens sont plutôt disponibles à 18h, 18h30. Donc notre volonté, c'est quand même de continuer à ce qu'il y ait une vie sociale, tout en respectant évidemment les règles sanitaires, à la fois pour les habitants, parce qu'il faut continuer à avoir des activités. Il n'y aurait rien de pire que l'isolement total. Et puis parce que, comme vous le disiez, le monde du spectacle, il a besoin de vivre. Et si toutes les communes arrêtent leur programmation, on va avoir des gens qui vont se retrouver en grande difficulté. Donc voilà, on maintient tout ce qui est possible avec des configurations particulières, un nombre de places limitées, mais on continue à faire cette programmation culturelle. Là aussi, dans le côté finance, il y a beaucoup de spectacles qui, je sais, ne sont pas rentables. Est-ce que là aussi, ça ne va pas aussi encore creuser les déficits? Parce que s'il n'y a plus que 10 personnes au lieu de 100, c'est plus les mêmes rentrées d'argent aussi pour la commune. Alors, les gens souhaitent. Nous, on a beaucoup de demandes pour les spectacles. Oui, mais là aussi, il y a des jauges, comme on dit. Oui, voilà, ce qui nous limite, c'est les jauges. Alors, on occupe nos salles à peu près aux 2/3. Notre grande salle de spectacle, normalement, elle a 380 places. Donc là, on limite à 300 et des poussières. On ne regarde pas ce que ça coûte, parce que la culture, de toute façon, ça ne rapporte pas. Ça a forcément un coût. On a la chance à Unieux d'avoir un cinéma en régie municipale, une saison culturelle. Et chaque année, ça coûte à la ville à peu près 90 000 €.
Pourquoi? Parce que le prix des entrées, évidemment, ne finance pas le coût. Mais le choix qu'on fait, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Donc après, c'est un choix politique de dire la culture, c'est important, l'accès au cinéma, c'est important. On fait des tarifs bas et on finance sur le budget de la commune. Et la contrepartie, c'est évidemment être toujours vigilant sur la totalité des dépenses de la ville. Ce qu'on dépense là, effectivement, on ne peut pas le dépenser ailleurs. Ça relève de choix politiques. Toutes ces dépenses supplémentaires pendant ces mois de crise, est-ce que l'État a compensé un peu ou alors c'est juste des mots? Alors on a eu quelques aides, notamment pour la première fourniture de masques. L'État nous a financé de mémoire à hauteur de 75%. Par contre, ça a été one shot, ça a été une seule fois. Nous, on a décidé de refournir des masques au mois de septembre parce que les masques lavables, ils ont une durée de vie limitée. Donc là, on n'a pas été remboursé. Et puis, il y a toutes les dépenses qu'on ne voit pas forcément, mais du gel hydroalcoolique dans chacun des équipements municipaux. La signalisation? C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. La signalétique. Il a fallu également qu'on achète ces fameux hygiaphones qui permettent de mettre une distance entre les personnels d'accueil et puis la population. Acquérir des masques aussi pour l'ensemble de nos personnels. Donc tout ça a des coûts importants. C'est plus de 250 000 euros au total. Si on prend tout en compte, l'ensemble des dépenses matérielles qu'on a dû fournir, c'est à peu près 250 000 euros. Et puis ce dont on ne parle pas, c'est que les communes, elles ont eu aussi de gros manques à gagner. Nous, on a une crèche, on a une cuisine centrale. Évidemment, pendant le confinement, on n'a pas fait payer les parents de la crèche. Par contre, on a gardé les personnels. On a continué à les payer. De la même manière, on a un certain nombre de contractuels. On aurait pu leur dire, il y a le confinement, on n'a pas besoin de vous, tant pis. On a souhaité continuer leur contrat parce qu'on ne voulait pas les mettre en difficulté sociale. Et donc, tout ce manque à gagner, moins de rentrées de recettes pour la crèche, pour la cantine, etc. C'est à peu près au niveau du syndicat des Rives. On a une coopération intercommunale sur ces sujets. C'est à peu près 400 000 euros de recettes en moins. Donc, il va falloir que les communes également le financent. Donc, ça représente des coûts importants. Justement, quand on est maire du Nieu, quand on est secrétaire départemental du PCF, je pense qu'on est sensible à tout ce qui est social. Est-ce qu'on a prévu des choses? Est-ce qu'on a des idées pour aider tous ces gens qui vont avoir de plus en plus de mal à se nourrir et presque à vivre dignement? Alors nous, on a souhaité, en tout cas moi en tant que maire de ma commune, d'avoir des aides assez fortes en direction des associations qui les accompagnent. On a la chance d'avoir à Unieux le Secours Populaire, les Restos du Cœur, et on a augmenté 30% leurs subventions de manière à ce qu'ils puissent faire face. Pendant le confinement également, on a fait appel aux citoyens, aux bénévoles. On a un réseau d'une trentaine de bénévoles qui s'est mobilisé pour apporter des courses à des personnes fragiles, des personnes qui étaient à leur domicile. Donc on travaille ça concrètement. Mais on a aussi des souhaits parce que ça ne peut pas reposer uniquement sur les communes. Et donc on a une demande, là c'est en tant que Parti communiste français par exemple, que les masques soient remboursés par la Sécu, par la sécurité sociale. Il faut qu'il y ait des mesures de ce type-là. De la même manière, il faut accompagner plus fortement les entreprises qui peuvent se retrouver en difficulté. On peut parler actuellement des restaurateurs, de tout un tas d'activités. Il faut que l'État, avec sa force, qui est extrêmement importante, puisse accompagner l'ensemble des acteurs de manière à ce qu'on puisse vivre cette période le moins mal possible. Mais vous n'avez pas l'impression que ce qu'on a connu avant, c'est fini? Il va falloir réinventer une nouvelle société et s'adapter peut-être à des choses différentes? Bien sûr, le monde, il change sans cesse. Les solutions là, il y aura un grand coup de balai, j'ai l'impression. Mais les solutions d'il y a 10 ou 20 ans, aujourd'hui, elles sont plus forcément adaptées. Mais nous, on pense qu'il faut que ce soit les valeurs qui orientent les propositions. Et nous, on a des valeurs. La justice sociale, l'égalité, la participation des citoyens. Il faut avoir cette boussole. Et c'est cette boussole qui doit indiquer quelles sont aujourd'hui les nouvelles politiques publiques à mener et l'action publique, comment elle doit être conduite. J'ai vu aussi que Unieux s'était longtemps battu, un peu comme à Saint-Étienne, mais contre presque, les emprunts toxiques. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. On en est où dans les emprunts toxiques? C'est des sujets qui sont bouclés ou alors c'est encore des choses qui traînent? Oui, mon prédécesseur, comme dans d'autres communes, m'avait laissé un joli cadeau quand je suis arrivé. Quelques mois après notre prise de fonction, on s'est aperçu qu'il y avait des emprunts toxiques. On était l'une des villes les plus touchées parce que c'était 80% de notre dette qui était sous cette forme-là. Donc on s'est battu, la bataille a été extrêmement longue, on s'est battu pendant 7 ans. On a obtenu des choses extrêmement importantes. On a obtenu d'abord de la part des banques et d'une banque en particulier, la Caisse d'épargne, qu'elle renonce au surcoût lié aux emprunts toxiques. Donc ça n'a pas coûté 1 euro à la commune. Et puis il y a une autre banque qui a été beaucoup plus dure en affaires. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que c'est une banque dont l'actionnaire est l'État. C'était Dexia à l'époque, qui a changé de nom depuis, qui a été
extrêmement dur. Il a fallu se battre très longtemps. Mais grâce à cette bataille qu'on a conduite avec des élus de sensibilité très divers, en mobilisant aussi les habitants, on a obtenu qu'il y ait un fonds de soutien aux communes qui soit créé. Et en 2015, on a obtenu que ce fonds de soutien aide à hauteur de 65% la ville d'Unieux pour sortir des emprunts toxiques. Donc ce qu'on a souhaité, c'est, comme on le fait toujours, laisser le choix aux habitants. Mais les habitants, très largement, ont décidé de prendre cette aide de l'État, ce qui a permis quand même de limiter fortement le coût de la commune, mais également qui a nécessité d'augmenter la fiscalité à ce moment-là, donc de 10%, et donc qui nous a permis de sortir des emprunts toxiques. Donc les emprunts toxiques, il n'y en a plus dans les comptes de la commune, et d'une manière générale, il n'y en a plus beaucoup dans les communes, hein, sauf ceux qui les ont cachés ou n'ont pas accepté de l'aide de l'État. Mais par contre, on continue à trimballer le boulet, hein, qui est le paiement de la sortie de ces emprunts toxiques. Et pour ce qui nous concerne, on a encore cette charge jusqu'en 2030. Donc il y en a encore pour un petit moment. Est-ce que cette expérience, j'allais dire, est-ce que ça vous, dans l'avenir, vous allez être plus vigilant ou alors il faudra trouver des choses, des compléments un peu différents aussi? Alors, vigilant, beaucoup de communes l'avaient été. Hein. Toutes les communes n'avaient pas pris ces emprunts toxiques. C'est une exception, les communes qui avaient pris des emprunts toxiques. Il est évident que si j'avais été maire au moment où ils étaient proposés aux communes, je les aurais pas pris. D'ailleurs, je les ai contestés, ces emprunts toxiques, bien avant qu'ils deviennent dangereux pour la commune. En 2008, il n'y avait pas de danger, les taux étaient encore bas et on avait demandé à en sortir immédiatement. C'est après, avec la crise financière, hein, 2009-2010, qu'ils se sont avérés explosifs et que la bombe à retardement a explosé. Donc, j'en aurais pas pris, évidemment. Mais par contre, ça pose une question. C'est évidemment celle du financement des collectivités territoriales. Et on a, au fil des années, privatisé les banques. On avait avant des banques publiques qui étaient nos interlocuteurs, les communes. Tout ça a été livré au privé. Et donc, c'est un problème parce que on peut pas accepter que les communes soient livrées aux intérêts du marché. Et donc, ce qu'on demande et ce qu'on a demandé pendant des mois avec cette association, Acteurs publics contre les emprunts toxiques, c'est qu'il puisse y avoir une banque des collectivités, une banque publique qui garantisse la sécurité des fonds et puis qui puisse également se traduire par des aides, hein, avec des prêts à taux bonifiés. La Banque centrale, elle peut tout à fait faire ça. Donc ça, c'est un sujet qu'on a encore devant nous, hein, parce qu'aujourd'hui, on a encore comme interlocuteur principalement des banques privées. Le fait d'être professeur d'économie, ça vous a aidé? Ah bah clairement, dès que j'ai vu les formules de calcul des emprunts toxiques, immédiatement ça a fait tilt, hein, parce que quand on voit les taux d'intérêt indexés sur la valeur de l'euro par rapport au franc suisse, vous m'avez perdu. Quand on est prof d'éco, on voit tout de suite ce que ça peut donner, donc c'est sûr que ça a été une aide. Ouais. Pour rester dans l'actualité, et là on va peut-être perdre le sourire, il y a une semaine pile, un enseignant, hein, comme vous, qui était décapité. Comment on vit ça là aussi en tant que maire, en tant qu'enseignant et en tant tout simplement que citoyen? Ben, on se sent... On a un coup de poing dans le ventre quand ça arrive. Plus qu'un coup de poing, même. Vous le disiez, je suis professeur de sciences économiques et sociales, aussi d'éducation morale et civique. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, malheureusement, que Samuel Paty a été assassiné, tout simplement parce qu'il essayait de bien faire son travail. Et dans notre travail, il y a notamment l'éducation à la liberté d'expression, montrer aux élèves ce que ça revêt. Et c'est parce qu'il a fait ce cours sur la liberté d'expression, en utilisant notamment des images qui ont fait beaucoup parler, qu'il a été victime de cet assassinat. Donc il a fallu se rassembler d'abord, c'était très important. On a décidé de se rassembler aussi dans ma commune, à Unieux, devant la mairie, pour dire notre solidarité avec les proches de cet enseignant, dire notre solidarité avec l'ensemble des enseignants, et puis pour dire également, il faut le réaffirmer extrêmement fermement, notre attachement aux valeurs de la République, qui sont des valeurs non négociables, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité aussi. Il faut le dire extrêmement fortement. Et puis, il y a les décisions qu'il faut prendre pour essayer d'éviter le plus possible que ça se reproduise. Et donc, l'enjeu de continuer à bien travailler les questions d'éducation, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'on apprend la tolérance. Et donc, il faut donner les moyens à l'éducation nationale de le faire. Il faut aussi être sans concession avec ces propos qui peuvent être tenus parfois publiquement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'État laisse beaucoup trop filer ces appels au crime, hein, parfois publics. Et donc, ça fait quand même 20 ans qu'on le dit, qu'on parle, qu'on est je suis, mais
Et on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Ouais, c'est pour ça, il faut prendre des décisions. Il faut des drames pour que ça bouge un petit peu. Malheureusement, souvent, c'est avec des drames qu'on arrive à faire bouger. C'est bien malheureux. Mais là, il faut prendre des décisions. Effectivement, il ne faut pas tolérer un certain nombre d'expressions, un certain nombre d'appels. Et là, vous êtes optimiste ou alors, j'ai l'impression qu'on va encore mettre un peu la poussière sous le tapis, moi. Ben, il faut espérer que non. Il faut aussi surtout éviter les amalgames parce qu'on voit bien certains qui essayent d'utiliser ces événements pour montrer du doigt telle ou telle catégorie, la communauté musulmane. Oui, mais comment on peut faire, sincèrement, en étant honnête, comment on peut expliquer que nous, en France, c'est la laïcité, la religion, c'est quelque chose de privé, et d'autres communautés qui ont une opinion que par rapport à la religion. Donc la religion est le moteur. Hein. Donc comment on peut expliquer ce contraste entre nos deux civilisations, parce qu'il n'y a pas d'autre mot? Ben, c'est le système éducatif qui a une bonne partie des clés. Oui, mais si le professeur dit blanc et qu'à la maison on dit noir, comment on fait? Eh ben, c'est un problème, c'est une difficulté. Donc c'est un gros problème. Après, on ne réglera pas tous les problèmes d'un claquement de doigts, évidemment, mais il y a des choses qui doivent s'additionner, qui doivent être mises en place, et les unes avec les autres, elles peuvent aider à transformer. Je le disais, le rôle de l'éducation. Aujourd'hui, nos enseignants ne sont pas suffisamment nombreux, n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir bien faire les choses. Par exemple, quand on a un débat sur la liberté d'expression et qu'on a 35 élèves dans la classe, est-ce que vraiment on peut tenir ce débat ? Non, il y aura besoin d'avoir un groupe de 12-15, de revenir sur ces questions plusieurs fois. Donc là, il faut accompagner les enseignants. Il faut aussi être sans concession avec ce qui est dit. Encore une fois, l'arsenal juridique, aujourd'hui, il permet d'interpeller, de convoquer devant la justice des personnes qui font des appels publics au meurtre. On ne peut pas laisser passer ça. Et aujourd'hui, on le laisse passer. Mais pourquoi, justement, on a laissé passer tout ça? Ben parce que y a de l'impuissance, parce que y a une volonté de pas voir parfois. Il y a sans doute 1000 raisons, mais avec des événements comme ceux qu'on a vécu, on peut plus continuer de la même manière. Il faut prendre des décisions. Pour parler de liberté d'expression et de rester dans le sujet, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je suis à 100% pour de ces gens qui sont anonymes derrière les réseaux. On devrait avoir son vrai nom et voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a réglementé du côté des réseaux sociaux. Moi, j'ai pour principe, depuis 10 ans que je suis sur les réseaux, de mettre toujours mon nom. Bien sûr. Alors, des moments, ça part un peu en saucisse, comme on dit à Saint-Étienne, parce que des moments, on dit un mot qui est mal exprimé ou qui est mal compris. Mais j'ai toujours mis mon nom en avant pour justement dire que c'est moi et c'est pas un autre. Et c'est très important. Vous savez, pendant le confinement, j'ai fait souvent des Facebook Live. Ça permettait de garder le contact avec la population et c'était très important. Ben, je me refusais à répondre à des personnes qui utilisaient des pseudos. Parce que c'est trop facile d'attaquer avec un nom qui n'est pas le sien. Donc oui, il y a à faire de ce côté-là, de faire en sorte qu'on utilise sa vraie identité si on veut s'exprimer sur ces réseaux sociaux, sur Internet. Je peux me permettre aussi, tant que j'ai la parole libre, j'ai trouvé très très enrichissant au cours des années que j'ai vécues, qui commencent à être nombreuses, d'avoir des dialogues et des débats avec des gens qui ne sont pas du même avis justement. Et ça c'est très intéressant. Bien sûr. Et on n'est pas obligé d'être du même avis sans se taper dessus. Donc c'est ça qu'il faudra aussi qu'on apprenne à échanger et se faire comprendre qu'on ne peut pas tous avoir la même idée, la même culture, mais qu'on peut très bien vivre très bien ensemble en pensant des choses différentes. Mais ce que vous dites est extrêmement important. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est que maintenant, dès que vous dites à quelqu'un « attention, il ne faut pas se garer là », on descend de la voiture et on se bat, je ne sais pas, on est devenu fou. Les deux seules valeurs potentiellement universelles, c'est quoi? C'est le respect et la tolérance. Tolérer que l'autre il puisse avoir un avis différent du sien. Mais c'est passionnant d'avoir un avis différent. Mais bien sûr, et respecter ce qu'il dit, même si on n'est pas d'accord. Ouais. Et il faut travailler absolument là-dessus. Moi, j'avais des avis tranchés et on m'a fait changer d'avis. Vous voyez, comme c'est passionnant le dialogue. Bien sûr. Mais où est-ce qu'on apprend ça? À l'école. Oui, et puis dans le respect surtout. Dans le respect, puis peut-être des valeurs communes. Tout à fait. Bien, on va passer à la politique vraiment politicienne. La première, c'est vous êtes secrétaire départemental du PCF de la Loire. C'est quoi exactement le rôle du secrétaire départemental? C'est de mettre la politique en action? Comment ça se passe aussi? C'est un coordinateur, en fait. Ouais. On a à peu près 800 adhérents dans le département de la Loire. On est organisé par section locale, avec une organisation au plus près des habitants, des territoires. Et donc, dans chaque section, il y a des groupes d'animateurs. Le secrétaire départemental, il anime la vie du parti à l'échelon départemental. Donc, il réunit régulièrement le conseil départemental, propose des initiatives. Donc, c'est un rôle d'animateur, de coordinateur essentiellement, puis de porter aussi une parole publique, de porter les propositions, les positions du parti au niveau du département de la Loire. Alors, je vais être un peu provocateur, vous me connaissez. Est-ce que vous prenez les ordres directement à Paris, comme on disait avant?
Non, vous savez, comme de partout, ça a beaucoup changé. Hein. Maintenant, toutes les organisations, quelles qu'elles soient, les gens sont très autonomes, donc il n'y a aucun ordre qui est pris à Paris. Par contre... il y a une ligne quand même, non? Mais qui est construit ensemble, hein. C'est-à-dire qu'on a des orientations avec parfois des différences. Il y a des différences entre les membres du Parti communiste, hein, comme il y a dans la société. Donc on essaye de trouver les solutions et les points de convergence. On est un des rares partis encore à avoir cette organisation, à essayer de construire ensemble les idées, les propositions. Mais ça va plutôt du bas en haut, c'est pas du haut en bas. Hein. On les construit à la base et après on les traduit à l'échelle nationale. Justement, en 2020, c'est quoi être communiste? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut se revendiquer en disant « moi, je suis léniniste, moi, je suis stalinien » ou alors les jeunes qui arrivent maintenant au PC, c'est des figures qui sont très très lents pour eux. Et j'ai oublié Karl Marx, bien sûr. Ben, l'essentiel est dans notre nom. Hein. Bien sûr, il y a des théoriciens, des penseurs, des figures qui ont marqué l'histoire, mais l'essentiel est dans notre nom, le communisme. Mettre des choses en commun, le commun. Et c'est ça l'essentiel aujourd'hui, c'est travailler sur les communs. Qu'est-ce qu'il y a de commun aujourd'hui? Nous, on considère qu'il y a besoin de services publics qui soient forts. On considère que ce qui est décidé dans les collectivités à l'échelle nationale, elle doit associer beaucoup plus les citoyens que simplement d'aller voter une fois tous les 6 ans. C'est ça le commun. Et c'est ce qui fait notre identité. Et c'est toujours d'actualité, je pense. Hein. Alors, comme j'ai un vrai communiste en face de moi, j'ai une question qui me taraude. J'ai l'impression, hein, c'est mon opinion, attention, hein, que le communisme, c'est quelque chose qui est beau, mais sur les livres. Et que dans le réel, l'humain, il est fait pour manger l'autre. Quel est pour vous le régime communiste qui était le plus proche du mot communisme? Est-ce que c'était l'URSS? Est-ce que c'était Cuba? Est-ce que c'était les pays d'Amérique du Sud? Qui c'est qui s'est rapproché le plus de cette idéologie à la base? L'idéologie, elle a bien souvent été dévoyée hein, dans un certain nombre de pays. La vraie référence pour moi du communisme, c'est le communisme municipal. Ce qui fait que dans les communes, notamment qui ont été animées par des maires communistes, c'est là qu'on a permis l'accès à la culture pour tous. C'est dans ces communes que l'accès au sport, au loisir, il a été développé pour tous. C'était réservé à une élite avant. Et donc c'est ça la vraie identité des communistes, c'est ce qu'on a été en capacité de faire, les hommes et les femmes, dans les communes, dans les départements où on a pu accéder aux responsabilités. Donc vous n'avez pas un modèle qui a mieux marché qu'un autre dans le monde. Ça a été parfois le problème, c'est de considérer qu'il y avait un modèle. Il n'y a pas de modèle. Qui peut dire, voilà, la société idéale, elle est comme ça. Nous, on considère que cette société doit se construire pas à pas. Et c'est en expérimentant, et c'est souvent en expérimentant à la base, donc dans les villes, dans les départements, qu'on peut arriver à avancer. Et d'ailleurs, les expériences qu'on conduit aujourd'hui, je parlais de l'accès à la culture, au loisir, elles sont aussi extrêmement innovantes. Par exemple, la démocratie participative, c'est bien souvent dans des villes avec des maires communistes que ça a été mis en place. Permettre aux citoyens de décider. On parlait tout à l'heure, référendum local à Unieux, conseil local de la vie éducative. Nous, on essaye de faire en sorte que ce soit tous les acteurs de la vie scolaire qui décident des priorités. Et on le fait avec les parents, les enseignants, etc. C'est ça le communisme en acte. Dernière question philosophique qui me vient, et après on ira dans les choses plus terre à terre, mais comment vous expliquez que pendant longtemps, le mot communiste, c'était presque comme un gros mot? Il fallait se cacher. Et comment vous expliquez que déjà encore il y a récemment, je me rappelle de l'Italie et d'une discussion avec un Italien, Berlusconi avait dit il ne faut pas voter pour les communistes, ils mangent les enfants, enfin vous voyez toutes ces ignominies. On a l'exemple de la RDA, on a plein de choses. Comment vous expliquez que ce mot a toujours fait peur finalement aux gens, alors que des gens comme Pinochet ou alors en Argentine, ça a été des catastrophes, finalement on n'en parle pas tant que ça. Il y a eu des expériences extrêmement terribles et malheureuses que le Parti communiste a mis longtemps à condamner, à discuter. Donc ça fait partie évidemment de ça, les expériences de l'Est notamment. Après, il ne faut pas être dans la caricature non plus. Le Parti communiste français, c'est le parti de la résistance. Mais ça commence à dater aussi tout ça. Oui, bien sûr. Mais pendant des décennies, il a permis aux ouvriers d'avoir une identité, de défendre leurs droits, etc. Et un grand nombre d'avancées sociales qu'on a dans ce pays, on les doit aussi au fait qu'on a eu des ministres communistes. Par exemple, on fête cette année les 75 ans de la sécurité sociale. Est-ce que vous savez qui a créé la sécurité sociale? Son nom exact, je ne vous le dirai pas.
parce que je vais accrocher sur son nom, mais voilà, Ambroise Croizat. Et ben voilà, qui le sait en France? Et Ambroise Croizat, vous savez qui c'était? C'était un ouvrier, métallurgiste, syndicaliste, communiste. Et c'est ce ministre-là qui a mis en place la sécurité sociale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, elle joue encore un rôle essentiel. On nous l'envie à travers le monde. Et nous, on considère que son rôle est à développer. Quand on défend l'idée remboursement à 100% des masques par la Sécu, ben on pense que c'est une des questions qui devrait être prise en charge par l'État. Donc, si j'ai bien compris, en étant un peu rapide, c'est François Mitterrand qui a tué les communistes, quoi. Oh, non, c'est plus compliqué que ça. C'est les expériences à l'Est malheureuses, l'évolution de la société. Le Parti communiste, il a toujours été identifié à la classe ouvrière. Et dès lors que les grandes entreprises ont disparu, que le travail a changé, ça a aussi compliqué les choses. Et donc, il y a un communisme du 21e siècle à construire, à inventer. C'est ce qu'on essaye de le faire. Un communisme unitaire qui considère qu'il faut travailler avec toutes les forces de la gauche et de l'écologie. Un parti communiste écologiste aussi, on a longtemps été... C'est un communiste qui passe du rouge au vert un peu. Ben, en tout cas, oui, qui prend en compte la couleur verte. Hein. Aujourd'hui, on peut se cacher les yeux et considérer que tout va bien, mais on a chaque jour le changement climatique devant nos yeux. Et donc, il faut évidemment prendre en charge ces questions, et le PCF doit les prendre en charge. Je crois que pendant les municipales, j'avais reçu quelqu'un qui m'avait dit que les communistes, mais non, c'était comme les pastèques, c'était vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur toujours. Ouais, c'est super bon la pastèque, hein, d'ailleurs. Mais on revendique complètement, hein, c'est-à-dire, oui, on est toujours pour le progrès social, mais en même temps, on veut mener des politiques de développement durable. Et alors, on parlait de nos communes, mais c'est sans doute dans nos communes qu'on est le plus en avance sur ces questions-là. À Unieux, par exemple, on a réduit nos consommations d'énergie de manière assez formidable. On a divisé par deux, notamment en remplaçant les éclairages par des LED. On a mis, chaque fois que c'était possible, sur nos équipements publics des panneaux photovoltaïques. Depuis 10 ans, dans ma ville, on rénove systématiquement l'ensemble des bâtiments pour les isoler de manière thermique. Donc, c'est moins de pollution. Donc, on met en œuvre, c'est pas que des discours, hein, on fait le développement durable et l'écologie au quotidien. Non, mais vous savez que je vous charrie un petit peu aussi, hein, j'en profite. Vous avez bien raison. Pour revenir à la politique, donc, puisqu'on a déjà quand même pas mal parlé, les départementales, c'est dans quelques semaines. A priori, j'ai compris que ça ne sera pas dans quelques semaines, ça risque fort d'être reporté à plus loin, les départementales et les régionales. Si elles ont lieu en mars, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Est-ce que vous allez être Est-ce que vous allez être candidat au départemental, sachant que là aussi c'est un binôme? Alors, ce qu'on a souhaité à l'échelle départementale, c'est de travailler à un regroupement de l'ensemble des forces de la gauche et de l'écologie pour porter un projet alternatif à cette politique qui est menée par la droite depuis maintenant des décennies dans la Loire. On considère qu'il y a urgence à faire autre chose. Et donc, on est en train de travailler à ce rassemblement. On a un projet qui est maintenant élaboré. Et donc, on va travailler maintenant sur les candidatures. Donc, c'est trop tôt pour vous dire si je serai candidat. En tout cas, les communistes seront présents à cette élection et on le souhaite dans le cadre d'un rassemblement très large de la gauche et des écologistes. Comment vous expliquez que le département de la Loire a toujours été quasiment à droite? Est-ce qu'il y a un basculement possible? Ou alors on va continuer toujours la même chose? Alors, il y a 12 ans, hein, le département a failli basculer. Failli, je sais, tout le monde me le dit, mais il a juste failli. Il a juste failli. C'est comme moi, j'ai failli être intelligent et puis ça s'arrêtait juste. Ça s'est joué à 2-3 sièges, donc c'est pas impossible. C'est vrai qu'historiquement, ce département, il est caractérisé par des zones rurales importantes, ouais, qui ont souvent un vote plutôt à droite. Cela dit, la sociologie, elle change et puis les modèles sont plus les mêmes. Hein. On a maintenant, les gens, ils votent, c'est plus comme avant. On pouvait prédire en fonction de là où on habitait. Et puis il y a tellement peu de gens qui vont voter maintenant aussi. Il faut quand même le noter. Bien sûr. Donc tout est possible. En tout cas, nous, on porte l'idée qu'il faut gagner ce département à gauche pour changer la politique qui est menée. Je vais être obligé de remettre les pieds dans le plat, mais vous êtes dans un canton où le sortant, je crois, est M. Marc Petit, oui, qui était de votre parti. Alors on connaît les affaires et tout ce qui s'est passé dans les mois précédents. Est-ce que là, ça va être quelqu'un qui vous allez affronter ou ça va être quelqu'un que vous allez incorporer dans votre programme? Vous savez, en politique, si on veut être crédible, il faut de la droiture. Nous, on a des valeurs. L'humain d'abord. Donc, on ne peut pas tolérer qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs humaines. Et un homme qui a été condamné en première instance et en appel, parce que 3 femmes ont témoigné, il a été condamné pour agression sexuelle. Il est évidemment hors de question qu'on le réintègre.
Donc moi, je l'invite à nouveau à se mettre en dehors de la vie politique. On ne peut pas exercer de mandat avec de telles condamnations. S'il décidait de se maintenir, évidemment, nous aurions des candidats qui se présenteraient. Il n'est pas question que Marc Petit puisse être à nouveau réélu. Les habitants de Firminy, d'ailleurs, ont indiqué de manière très claire aux élections municipales qu'il n'était pas question pour eux d'avoir un maire avec de telles condamnations. Donc on aura des candidats, évidemment, sur ce canton. Et pour le projet, qu'est-ce que vous allez proposer aux habitants de la Loire de différent, justement? Alors, on va du parler... vert, du rouge, du bleu un peu? Ouais, c'est exactement ça. On va parler concret. Par exemple, on parlait des enjeux environnementaux. Le département, il a un grand rôle à jouer. En matière d'agriculture, par exemple. Le département, il peut maîtriser du foncier pour faciliter l'installation d'agriculteurs. Les agriculteurs, aujourd'hui, une des difficultés pour s'installer, c'est les débouchés. Le département peut mettre en lien l'ensemble des cuisines centrales, par exemple, les cuisines qui servent à fournir les écoles, les collèges, pour qu'il y ait une demande publique qui permette à ces agriculteurs d'avoir des ventes et de fonctionner. Donc le département peut être chef de file dans ce domaine-là. On parle aussi beaucoup de mobilité douce. Dans nos communes, on a souvent tous des projets de voies vertes, etc. Pour qu'elles aient du sens, il faut qu'elles soient maillées à l'échelle départementale. Donc le département, il doit jouer un grand rôle sur la création de voies vertes, le maillage, faire en sorte qu'on puisse se rendre dans tous les endroits avec des modes doux. Et puis il y a les compétences historiques du département. On parlait du collège. Nous, on fait une proposition forte pour le collège. C'est de décider, dans ce département, comme quelques autres le font, de fournir un ordinateur portable à chaque collégien. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé, je reviens pas dessus, avec le Covid, mais on voit aussi cet outil à quel point il est de plus en plus important. Il permet, par exemple, de remplacer 10 ou 15 livres. Moi, j'ai 2 enfants qui sont collégiens. Quand je pèse le cartable le matin avant de partir à l'école, c'est incroyable. Et après, on voit les problèmes de dos, etc. Un ordinateur portable par élève, c'est 15 manuels dans l'ordinateur portable. Donc ça règle le problème de la fracture numérique et puis ça améliore la vie quotidienne des collégiens. Voilà quelques exemples des propositions, mais il y en a bien d'autres, hein. Le département, une de ses compétences fondamentales, c'est aussi le social. Il y aurait sans doute beaucoup à dire, à faire. Le président du département, d'ailleurs, a lancé un appel il y a quelques jours à l'État en disant « il faut que vous nous aidiez parce qu'on a de plus en plus de gens au RSA avec les difficultés sociales ». Moi, je le soutiens dans cette démarche-là, mais il faut aussi qu'il assume ses responsabilités parce qu'il a décidé le même jour qu'il faisait cet appel de donner encore une nouvelle fois des centaines de milliers d'euros à Chalmazel. Ce sont des millions d'euros qui ont été donnés par le département à Chalmazel pour une station dont on sait que de toute façon, à part quelques jours de ski par an, elle pourra pas fonctionner parce qu'elle est en basse altitude et qu'avec l'élévation des températures, il n'y aura pas possibilité de faire du ski régulièrement. Donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres, donc il faut que le département il assume ses responsabilités. En tout cas, si nous sommes élus, évidemment, on changera cette politique. Est-ce que ça veut dire aussi que notre département n'est pas un département de visite, de voyage, de tourisme? On parle de Chalmazel, on peut très bien, moi j'ai vu des endroits où on se sert de ces pistes pour faire du VTT, on peut attirer les gens autrement que par la neige. Est-ce que la Loire, elle n'a pas ce déficit? Déjà, moi j'ai remarqué en France que personne ne sait situer la Loire presque. Quand on parle du département de la Loire, on vous parle de Nantes, on vous parle de... Déjà, il y a ça, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème de visibilité. Mais au niveau du tourisme, comment on pourrait... vous êtes à côté, hein, il y a le Corbusier, il y a des endroits magnifiques pour marcher, il y a des voies vertes, il y a plein de choses. Mais finalement, on a l'impression que ça, on ne le sait pas finalement. Nous, peut-être un petit peu, mais les gens à l'extérieur du département ne sont pas au courant, quoi. C'est vrai que notre département est mal connu, comme vous disiez. Loire, c'est ce qu'on voit en bougeant un petit peu. Hein. Loire, on pense Loire-Atlantique. Saint-Étienne, on pense encore, ok, il y a le foot, mais sinon... Il y a énormément de gens qui ne savent pas où le situer. Bien sûr. Et donc, il y a un déficit de notoriété. Donc, il faut parler de nos atouts à l'extérieur parce que chaque personne qu'on emmène, j'ai la chance, moi, d'habiter à Unieux, dans les gorges de la Loire. Oui, chaque fois qu'on emmène quelqu'un au plateau de la Danse, par exemple, qui a un point de vue magnifique sur les gorges de la Loire, les gens sont bouche bée et ils disent, mais on a ça à 10 minutes du centre-ville de Saint-Étienne. Donc, il faut faire connaître ce territoire à l'extérieur et s'appuyer sur notre meilleur atout, qui sont les habitants du département de la Loire. Il faut qu'ils soient des ambassadeurs de ce territoire. Et puis aussi, il faut travailler les infrastructures parce qu'on manque quand même d'infrastructures d'accueil au niveau touristique. Donc il y a du boulot sur ce sujet. Oui. Il y a des choses à développer. Oui. Un autre sujet qui n'a rien à voir mais qui est totalement dans l'actualité, vous y étiez cet après-midi, l'Université de Saint-Étienne, on en parle beaucoup, qui devrait fusionner avec Lyon. Et la bonne nouvelle, puisque je crois qu'on est en direct, le vote a été contre alors.
Voilà, le conseil d'administration avait à se prononcer cet après-midi. J'y étais puisque je suis vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de l'enseignement supérieur. Et donc, la majorité des membres du conseil d'administration ont voté contre. 22 votes contre, 11 votes pour, donc un vote très net de refus de ces statuts. En ce qui nous concerne, on est favorable à la coopération entre l'Université de Saint-Étienne et d'autres établissements, mais ça ne doit pas se faire au prix de la perte de toute autonomie et de tout pouvoir de décision à Saint-Étienne. On a trop connu des déménagements du territoire d'ici vers d'autres, et donc il n'est pas question de l'accepter pour l'université. Donc on a défendu ces dernières semaines, avec le président de Saint-Étienne Métropole, le fait qu'il fallait revoir ces statuts, qu'il fallait la coopération l'IDEX, c'est le nom attribué, mais en gardant voilà, des pouvoirs autonomes à Saint-Étienne. Malheureusement, on n'a pas été entendu par les directions d'université. On avait demandé le report du vote pour pouvoir revisiter ces statuts, et le résultat est là. La communauté universitaire, mais je crois qu'il y a eu un sondage dans la presse locale où 80% des Stéphanois se déclaraient contre. Ce projet a été rejeté. Donc voilà, il y a maintenant un avenir à trouver pour l'université. C'est quoi la suite alors? La suite, c'est d'abord, on a une université de qualité qui est dynamique. C'est l'université en Rhône-Alpes qui connaît la plus grande croissance des étudiants. Une université qui, ces dernières années, a connu de l'implantation de nouvelles filières, STAPS, le sport, la sociologie, et il y a quelques années, l'installation d'une antenne de Sciences Po, de l'IEP de Lyon à Saint-Étienne. Oui, je crois que la médecine a eu un grand rôle aussi. Bien sûr, il y a des laboratoires de recherche qui sont reconnus à l'échelle nationale et même internationale. Laboratoire Curien, par exemple, dans le domaine de la médecine. On a également des fleurons, etc. Donc, elle a tout pour réussir, cette université. Elle a une grande qualité, c'est du fait de sa taille humaine. Elle est très agile, et donc les milieux économiques, par exemple, sont très intéressés et travaillent font un travail de grande qualité avec l'université parce qu'ils ont toujours des interlocuteurs. Et puis, elle a une force aussi, c'est du fait de sa taille humaine, l'interdisciplinarité, elle se vit au quotidien. Donc elle a des forces, il va falloir évidemment continuer à les développer et puis travailler avec des coopérations, parce qu'il faut que la recherche elle coopère avec Lyon, mais avec pourquoi pas d'autres établissements aussi, mais des coopérations qui soient respectueuses de l'autonomie de l'Université de Saint-Étienne. Ça veut dire, si j'ai bien compris, la présidente défendait ce projet de fusion. Ça veut dire qu'elle est plus majoritaire, qu'il faut en changer, non? Ou la débarquer? Comment ça se passe, là, techniquement? C'est à elle de décider. Elle a été élue, je crois, il y a 2 ans. Elle a un mandat, me semble-t-il, de 4 ou 5 ans. Voilà, son mandat, elle peut le poursuivre si elle le souhaite. Après, elle peut aussi tirer d'autres enseignements de ce vote, qui est quand même un vote de défiance sur la manière dont a été construit, effectivement, ce projet de statut dont on voit les résultats aujourd'hui. On a parlé du département. Là, vous êtes revenu sur votre rôle de vice-président de métropole. Là aussi, quel est votre pouvoir et quel est votre rôle au sein de la métropole dans ce qui est enseignement? Alors la métropole, dans le cadre de l'enseignement supérieur, elle a essentiellement 2 rôles. D'abord, elle accompagne les établissements dans tous les projets immobiliers. On est un des principaux financeurs lorsqu'il y a des bâtiments à construire, des bâtiments à rénover, etc. On est en train d'ailleurs de travailler sur un plan campus à l'échelle de 5 ans pour moderniser, aider à moderniser l'ensemble des équipements. La collectivité, elle a toujours accompagné son université. S'il y a une université d'ailleurs à Saint-Étienne de plein droit, c'est parce que les collectivités, dans les années 60, se sont mobilisées pour l'avoir. Et puis également travailler sur le lien entre la recherche et l'innovation. Vous savez que la métropole, une de ses compétences fortes, c'est l'économie. Et donc ce qu'on essaye de travailler, c'est le passage d'une invention, d'un progrès technique à une innovation concrète, à une création d'entreprise, création de start-up. Donc on est beaucoup sur ce volet-là. Et depuis quelques mois et même quelques années maintenant, on accompagne par exemple des projets portés par des étudiants en thèse pour ensuite pouvoir les concrétiser, passer de la recherche à l'application. Et notamment dans le cadre de la santé, on a de belles choses extrêmement intéressantes avec tout un travail qui se fait ici à Saint-Étienne, par exemple sur l'opération des cornées. On sait faire aujourd'hui pour la myopie, mais demain, avec les recherches qui sont conduites aujourd'hui, on saura opérer d'autres problèmes de vue, l'astigmatie, etc., qui pourront être des sujets vraiment extrêmement importants. Vous avez parlé d'immobilier, ça veut dire qu'on va encore construire des bâtiments, que ça va encore se développer, que ça va encore créer de l'emploi?
Oui, bien, il y a des projets de création de bâtiments, effectivement. Vous savez qu'il y a un site qui est l'ancienne manufacture, avec la Cité du Design, qui est un lieu d'accueil déjà de laboratoire de recherche, Il y a le de la place laboratoire encore. Curien. Comment? Il y a de la place Oui, il y a en encore de la espace. place. Il y a à la fois des bâtiments vides et puis des espaces disponibles. Donc, voilà, il y a la volonté de créer un certain nombre de choses ici, d'améliorer aussi la vie des étudiants. Hein, il y a par exemple, un des grands avantages de la fac de lettres, c'est qu'elle est en centre-ville, mais voilà, les espaces extérieurs, etc., sont quand même assez limités. Et donc la volonté, c'est de donner de la qualité de vie et donc d'inscrire ces rénovations d'établissements dans le cadre du projet urbain, hein, de comment on fait la ville aussi. Donc oui, il y aura des constructions, il y aura des rénovations, parce qu'il faut aussi rénover. Il ne s'agit pas toujours de construire du neuf, il faut améliorer aussi l'existant. Là aussi, on doit être dans le développement durable. Dernière question sur l'université. Je suis allé à une conférence en début de semaine et beaucoup s'inquiétaient aussi de perdre le nom Jean Monnet, de faire disparaître ce nom fabuleux de Jean Monnet. Ça veut dire que l'université de Saint-Étienne, elle va rester Jean Monnet, si j'ai bien compris, suite à votre de refus. Exactement, l'université de Donc Saint-Étienne on peut les rassurer alors. reste l'université Jean Monnet. Très bien. Tout à fait. Très bien, bonne nouvelle donc pour l'histoire de la France. Un autre sujet pour terminer, toujours dans la politique, on a parlé des départementales, il y a ici une échéance qui s'appelle les régionales. J'ai noté que Cécile Cukierman, la sénatrice, serait la chef de file du Parti communiste. Là aussi, on a établi un projet. Quelle est l'ambition? Quelle est l'idée? Est-ce qu'on veut changer de gouvernance? Est-ce qu'on veut proposer des thématiques un peu, on va revenir encore à l'écologie et beaucoup de choses, puisque du côté de Lyon, c'est à la mode, l'écologie. Comment on se prépare au régional? Est-ce que c'est différent des départementales ou c'est un projet qui est complètement différent? Alors c'est différent parce qu'on n'est pas à la même échelle. Hein. Il y a 13 départements de mémoire dans la région Rhône-Alpes. Donc département, c'est beaucoup plus petit, donc il faut travailler à 13. Mais on porte la même démarche, c'est-à-dire la volonté de rassembler la gauche et les écologistes pour porter un projet alternatif à ce que fait Wauquiez depuis maintenant 5 ans. Ce que fait Wauquiez qui n'est pas bon pour la population et pour la région, avec une gestion très clientéliste, où chaque conseiller régional distribue des enveloppes auprès de ceux qui veulent bien arroser. Et donc il faut revoir tout ça. Et la région, c'est une bonne échelle aussi pour traiter ces questions de développement durable, ces questions de renouvellement énergétique, d'énergie propre, de réseau de voies vertes. Et donc l'enjeu écologique sera important, mais l'enjeu de l'emploi aussi. Nous, on considère que la région, elle doit aussi travailler à la réindustrialisation de nos territoires. C'est pas dire remettre de partout des usines avec des cheminées, non, une industrie moderne, mais réindustrialiser notre territoire, parce qu'on l'a vu avec le Covid. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qu'on produit à l'étranger, et quand on a des situations de crise, eh ben, comment on fait? On n'a rien, on galère, et ça devient extrêmement difficile. Pourtant, il y a des compétences extrêmement importantes ici, des savoir-faire, des salariés qui ont des compétences qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc la région, elle doit être chef de file, moteur dans la réindustrialisation du territoire. Ça sera pour nous un des gros enjeux. Le PC va travailler avec le PS, avec les Verts, sûrement d'autres petites formations. Comment on fait là aussi pour décider qui conduit les listes? C'est celui qui a les plus gros bras ou alors c'est une question de tactique politicienne? D'abord, on souhaiterait travailler avec toutes les forces que vous avez indiquées. Encore faut-il qu'elles le veuillent. On est en train de discuter. C'est pas forcé. Les Verts, par exemple, ont émis le souhait de partir tout seuls. J'ai dit ça, ouais. Nous, on leur lance un appel, hein, en leur disant que ça n'est pas responsable. Il faut qu'on parte ensemble parce qu'on sait que c'est possible de construire un projet. On se retrouve sur tout un tas de choses. Donc, il faut que les questions de personnes, elles passent au second plan et que le projet devienne moteur. Après, sur les candidatures, soit il y a une personnalité qui s'impose. Parfois, il y a des personnalités qui font l'unanimité parce qu'elles ont réalisé, par leur crédibilité, etc. Je suis pas sûr que ça existe aujourd'hui en Rhône-Alpes. Après, voilà, une élection régionale, il y a de nombreux sièges, donc tout le monde a la possibilité de s'y retrouver, il y a la possibilité d'avoir une représentation qui soit large. Des forces politiques, mais pas que. On veut aussi construire des listes avec les citoyens. Il faut aussi qu'il y ait des citoyens qui puissent, sans être membres d'un parti, pouvoir s'y retrouver. On a des gens extrêmement compétents qui ont réfléchi, qui ont travaillé sur des questions agricoles, industrielles. Et il faut que ces gens puissent avoir une place. Une dernière question, même si moi je ne vous envie pas tous les politiciens, parce que je sais que c'est facile de les critiquer. Non, mais personne. Mais comme je les côtoie souvent, je me rends compte qu'ils ont des emplois du temps de dingue. Moi, je me demande comment vous faites, vous tous les politiques. Je vais prendre votre exemple. Là, on a dit vice-président de Saint-Étienne Métropole, professeur, maire d'Unieux, secrétaire départemental du PC. J'en ai peut-être oublié. Comment vous gérez votre temps et surtout, comment vous gérez votre vie privée?
Par contre, personne, on n'a pas le droit de se plaindre. Hein. On a choisi, personne ne nous oblige à être candidat, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Si on est là, c'est qu'on le veut bien. Alors, d'abord, métropole-ville, en réalité, la métropole, elle a maintenant des compétences qui étaient exercées il y a 10-15 ans par les communes. Donc je dirais, quand on est maire d'une commune, avant on gérait tout dans la commune, maintenant il y a une partie qu'on gère à Saint-Étienne Métropole, c'est la continuité. Après, moi j'ai souhaité continuer à être enseignant, parce que je considère que la politique, c'est pas un métier. Hein, c'est une fonction temporaire, un CDD de 6 ans quand on est maire. Hein, et donc moi j'ai souhaité continuer à avoir une activité professionnelle parce que ça me fait du bien. Et puis parce que c'est important, je pense que les élus... D'être dans le réel aussi. Pardon ? D'être dans le réel, non ? D'être dans le réel. Et puis voilà, si demain les gens décident de confiance, et ben voilà, j'aurai toujours un pied dans l'activité professionnelle. Donc c'est extrêmement important pour moi. Par rapport à mes valeurs et par rapport à mon équilibre. Après, secrétaire départemental du PCF, c'est du bénévolat, c'est effectivement un peu de temps. Mais voilà, il faut s'organiser. J'ai aussi, c'est important aussi pour moi d'avoir du temps pour ma famille, même si mes enfants commencent à être grands, donc ils sont beaucoup plus autonomes. Et puis des fois aussi, ça leur fait du bien que les parents soient un peu loin. Mais voilà, il faut se préserver du temps avec les enfants. Mon fils qui est étudiant à Nîmes, il est revenu pendant les vacances, là, donc là. Ce week-end qui vient, là, par exemple, je vais le passer avec mes filles. Je vais aller voir leur match de foot, puisque ce sont des footballeurs. Je vais accompagner ma fille à la danse. Et puis, on va se faire une bonne raclette, je crois, dimanche midi. Et voilà, il faut prendre du temps pour soi. Attention, pas plus de 6. Hein. Oui, à table, ouais. Mais là, ce sera vraiment que la famille nucléaire, les parents, les enfants. Bon, ça va. Dernière question pour finir. Est-ce que c'est votre dernier mandat comme maire ou alors dans 6 ans, vous serez encore candidat ? On ne se pose pas la question 6 ans avant. Là, par exemple... Oui, j'ai entendu beaucoup de maires qui m'ont dit que 2 mandats, c'était très bien. Donc vous êtes déjà dans le 3e. Donc... Disons que c'est vrai que ce qui est frustrant quand on est maire, c'est entre le moment où on décide de projet, etc., et le moment où il se réalise, il s'écoule pas mal de temps. Il est souvent inauguré par un autre, le projet. Ouais. Donc c'est vrai que 6 ans, c'est extrêmement court. 12 ans, on a le temps de voir un peu plus. Mais parfois, 12 ans, c'est aussi extrêmement court, parce que, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des emprunts toxiques, de la situation financière de la commune difficile. Vous voyez, j'ai été élu en 2008 et c'est seulement, je vous ai dit 2030, mais c'est même en 2032 que nous serons sortis des emprunts toxiques. Donc vous voyez, la durée des projets, redresser les choses, ça prend du temps. C'est un message subliminal, ça ? Non, c'est pas... jusqu'en 2032 ? Sincèrement, je me poserai la question 1 an avant l'échéance et je déciderai vraiment 6 mois avant. Il faut avoir l'énergie pour le faire, il faut considérer qu'on peut encore apporter quelque chose et il faut considérer aussi qu'on a le soutien de ses citoyens. Si les 3 sont pas réunis, il faut arrêter. Donc voilà, je me poserai la question 1 an et 6 mois avant l'échéance. Christophe Favergeon, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez un mot pour conclure ? On a oublié quelque chose ? Oui, vous remerciez vraiment parce que c'est pas souvent qu'on trouve un média qui passe autant de temps, dans lequel on a le temps de s'exprimer, de développer des idées, développer des choses. Souvent, c'est des 6 minutes, 5 minutes. On n'a pas le temps de dire grand-chose. Et avec cette émission, on a le temps de traiter tout un tas de sujets. On peut prendre le temps, expliquer, etc. Et c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est très intéressant pour vos auditeurs. Donc bravo pour ce que vous faites. Je vois que sur les réseaux, on a de plus en plus de gens qui nous suivent. Donc c'est toujours intéressant. Et j'ai un peu la mauvaise idée d'avoir mon ego qui se flatte, mais tant pis. Mais c'était vraiment l'idée de donner la parole aux gens et leur laisser le temps de pouvoir s'exprimer. Et moi, j'adore aussi avoir des gens qui ne sont pas de mon avis, mais j'ai plus de mal à aller chercher les gens à droite. Je ne sais pas pourquoi, je dois être à gauche. Alors. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.